Alors la recherche fondamentale en anesthésie, elle a commencé très tôt en France, avec tous les physiologistes de l'époque. La physiologie était en train de prendre, depuis Magendie, un véritable statut. Et dès que l'anesthésie est arrivée, le principal physiologiste, c'est-à-dire Florence, s'y est attaqué, et du coup, d'autres physiologistes ont suivi. Et ensuite, il y a des chimistes aussi qui se sont intéressés à la question, et puis également les vétérinaires, les chirurgiens, qui ont beaucoup travaillé, quelquefois, avec les scientifiques. Mais c'était tellement vrai que dans le journal L'Union médicale, on se flatte de cela et on dit si la découverte n'a pas été en France, c'est quand même en France qu'il y a eu la première consécration scientifique. Alors, en fait, je passe très vite là-dessus parce que l'histoire est connue, mais on arrive à Claude Bernard. Pourquoi? Parce qu'il a été quand même un des premiers à faire une étude systématique dans 2 livres que vous voyez là, les substances toxiques et médicamenteuses, et surtout le livre sur les anesthésies qui est paru en 1870. Et il a fait une étude très systématique, à la fois la pharmacodynamie, la pharmacocinétique, pour les curares, bien sûr, on connaît son travail, mais également les anesthésiques, essentiellement le chloroforme et la morphine. Et la question qui l'intriguait, qu'il a reprise par la suite dans le tout dernier livre qui a été publié à titre posthume, ça a été comment ça marche et où, exactement à quel endroit. Et il avait vu au microscope des cellules qui, sous l'influence du chloroforme, avaient un air bizarre, et il y avait une semi-coagulation du protoplasme. Et le protoplasme, c'est-à-dire des protéines. Alors, on en sait un peu plus là-dessus parce qu'il avait un élève qui est d'Astre, qui a écrit en 1890 un livre qui est Les anesthésiques, et il reprend cette question en disant « mais oui, mais s'il a vu une cellule se coaguler à moitié sous le chloroforme, c'est parce que le chloroforme était administré d'une façon directe, et donc ça compte pas, et c'est pas du tout la même chose que l'inhalation. Mais néanmoins, il savait, parce que depuis le début des études des chimistes, on savait que tous ces anesthésiques étaient des solvants des lipides. Donc il savait qu'il y avait une action directe en rapport avec le pouvoir lipophile des anesthésiques, et il s'est dit que puisque dans les cellules il y a des graisses, et en particulier dans le cerveau des graisses phosphorées, évidemment il y a une action. Mais il ne s'est pas mouillé parce qu'il a dit je ne sais pas ce que ça fait, c'est peut-être mécanique, c'est peut-être physiologique, c'est peut-être chimique, mais enfin ça fait quelque chose sur les cellules du cerveau. Et à partir de là, la question de la liposolubilité a été posée. Alors, je passe rapidement sur les autres héritiers de Claude Bernard qui ne se sont pas intéressés à la question de la liposolubilité, mais qui ont quand même cherché beaucoup à travailler, à faire des études littéralement fondamentales sur l'action des anesthésiques. Et on se rappelle de Paul Bert qui avait trouvé qu'il fallait mettre le protoxyde d'azote sous pression pour pouvoir maintenir un taux d'oxygène suffisant et avoir une action réellement anesthésique du proto. Parce que quand on faisait un mélange proto-oxygène, à la pression atmosphérique, ça ne donnait qu'une anesthésie relative. Alors que c'était une anesthésie merveilleuse, la plus parfaite anesthésie, le perfect anesthésia, avec le proto sous pression. Alors bon, on en est un peu revenu depuis. Parmi les héritiers de Claude Bernard, je tiens à Nestor Gréhan, qui a fait des études pharmacocinétiques, le dosage dans le sang, ce n'est déjà pas rien. Et il a également inspiré un autre chimiste, cette fois, qui n'était que chimiste, mais qui était un grand chimiste, qui est Niclou. Niclou a vécu jusqu'au XXe siècle, hein, et il a fondé la Société de chimie biologique, qui est un peu l'héritière de la Société de biologie qui avait été fondée par Claude Bernard.
Donc Niclou, lui, il a fait des études pharmacocinétiques très serrées, en particulier avec des dosages dans toutes sortes de lieux de l'organisme, dans le sang, dans les urines, dans les muscles, dans le foie, dans le cerveau dans la substance blanche, dans la substance grise, et finalement même dans le fœtus. Et il a compris qu'il y avait une action directement en rapport avec les graisses. Et quand la théorie lipidique est arrivée, il a dit, ben oui, c'est sûr que les graisses, ils sont pour quelque chose, mais le mécanisme intime de l'action des anesthésiques, c'est peut-être pas ça. Alors, j'en arrive à Charles Richet, que j'ai complètement raté dans mon bouquin, parce que je ne savais pas qu'il s'était intéressé à l'anesthésie, et en réalité, il y a fait des études, en particulier dès 1880, il a fait une étude en plongeant des batraciens et des poissons dans des bains dans lesquels il ajoutait quelques millièmes d'une solution d'anesthésique, celle qu'on emploie pour être anesthésié, en particulier le chloroforme, mais il en a essayé d'autres, et il en a conclu que plus l'anesthésique est liposoluble, plus il est puissant. Donc, il a peut-être établi des règles. Moi, je n'ai pas retrouvé encore le détail de ce qu'il avait fait, la description de son expérience. Je l'ai retrouvé résumé dans un article d'un des journaux qu'il avait fondé, qui était la revue de physiologie. Et je ne sais pas exactement quels sont les résultats chiffrés qu'il a donnés. Mais c'est très important parce que ça va être repris. Et pas par n'importe qui. Et il a fait d'autres études. J'ai trouvé un gros travail qu'il a fait faire, une thèse sur les phénomènes chimiques dans l'anesthésie chloroformique. Il étudie, il met ses animaux d'expérience dans des caissons dans lesquels il va conserver la température, régler également les gaz administrés, etc. Et il va étudier la modification urinaire. Il va étudier la modification urinaire après l'administration du chloroforme. Il a fait d'autres études également, que vous voyez ici. À l'époque, il était jeune et c'était le moment où il s'est intéressé à l'anaphylaxie qui après a sans doute détourné un peu de l'anesthésie. Mais ce qu'il a dit, c'était important. Après, à partir de 1900, ce grand élan de la physiologie française à propos de l'anesthésie va s'éteindre. C'est d'ailleurs le moment où ça s'éteint aussi dans les techniques, puisque c'est l'éther qui va être avec l'appareil d'Ombredan le roi, et du coup ça bloque un peu l'imagination des gens. Ils trouvent que finalement c'est un très bon système, il n'y a plus besoin de chercher autre chose, et donc on en est à 1900, où là, le flambeau de la recherche va passer en Allemagne. Et on arrive à la fameuse théorie lipidique de l'anesthésie avec Meyer et Overton. Alors Meyer a lu l'article de M. Richet et il refait exactement la même expérience, c'est-à-dire un bain avec des poissons, des batraciens, des têtards, et il va mesurer les concentrations à la fois dans l'eau et dans les lipides des anesthésiques. Et lui, au lieu de dire plus c'est puissant, plus c'est un solvant puissant dans les lipides, plus c'est anesthésique, ça c'était Richet, lui il a dit c'est pas tout à fait ça, c'est le coefficient de partage, le fameux coefficient de partage, c'est-à-dire le rapport entre la solubilité dans l'eau et la solubilité dans l'huile. Et il a fait ses résultats dans des tableaux. Et les tableaux ne sont pas parlants comme ça. Et par la suite, Heger 2, a repris les résultats de Meyer et il les a mis en logarithme déjà, et pour avoir une belle droite, et il les a mis la concentration respective du coefficient de partage avec la puissance anesthésique qui était mesurée en Mach, c'est-à-dire en pression atmosphérique, hein. Et voilà la courbe qu'il a obtenue, qui est bien connue maintenant par tout le monde.
ce qui est intéressant là, c'est que ce résultat de Meyer a été retrouvé par Overton. Overton avait déjà l'idée de la liposolubilité parce qu'il travaillait sur l'osmose à travers les cellules, les parois, les membranes cellulaires. Et il avait compris que les membranes cellulaires, finalement, ça devait être des lipides puisque ça passait à travers. Et donc, il a été le premier à décrire une membrane cellulaire faite avec des couches lipidiques. Mais du coup, il a repris l'expérience de Meyer, il a retrouvé les mêmes résultats, si bien que maintenant, il y a une loi qui est la loi de Meyer-Overton. Mais le problème, c'est que cette loi de Meyer-Overton qui a régné sur la recherche anesthésique fondamentale pendant 50 ans, c'est-à-dire jusqu'aux années 50 ans, même plus, puisque c'est jusqu'aux années 80, elle avait des exceptions. Alors on disait, il y a des anesthésiques qui désobéissent à la loi, c'est des fondeurs, et donc ils ont compris que cette exception était intéressante quand même, au lieu de la balayer en disant on ne bâtit pas la science sur des exceptions, c'est ce qu'avait dit Malgame dans son temps, eh bien ils se sont échinés à comprendre ce que c'était que ces exceptions. Il y en a une qui est intéressante, c'est le cut-off, c'est-à-dire au bout d'un certain nombre dans la loi de Meyer-Overton, plus il y a des molécules de carbone, du CH2, plus le pouvoir solvant dans les lipides est important. Mais au-delà d'un certain nombre de radicaux CH2, ça ne marche plus. C'est ça qu'on disait, à partir de 6 carbone, ça ne marche plus. C'est ça le cut-off, la courbe est cassée. Alors, depuis ce temps-là, on pense maintenant que si ça ne marche plus, c'est parce que les molécules trop grosses ne peuvent pas pénétrer dans les canaux ioniques où marchent, où agissent les anesthésiques. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Il y a une autre exception intéressante, c'est que par exemple, il y a des barbituriques comme des anesthésiques comme les barbituriques qui sont quand même très solubles dans l'eau et qui sont quand même des excellents anesthésiques qu'on sache. Troisièmement, il y a l'isomérie. Par exemple, l'isoflurane est bien plus puissant que son homologue. Et pourquoi c'est quand même curieux que la seule disposition des atomes fait que ça puisse changer la puissance d'un anesthésique. Donc il fallait chercher des choses comme ça, et on a continué de chercher pendant longtemps, et jusqu'en 1980. Alors, il y avait quand même, en dehors de cette histoire lipidique, beaucoup d'autres études qui ont servi à comprendre l'anesthésie. En particulier, il y a eu les problèmes des neurotransmetteurs sur lesquels vont agir les anesthésiques. Alors, je fais un petit retour en arrière, parce que le flambeau que je vous avais dit pris par l'Allemagne va être quand même maintenant repris par une école de Cambridge qu'on va retrouver jusqu'à 1950 et au-delà. Ensuite, ça passe aux États-Unis. Alors, l'école de Cambridge, je vous donne 4 noms. Il y a d'abord Sherrington, qui a inventé le terme synapse, mais qui a décrit la synapse, et qui a dit la synapse n'est pas seulement électrique, ce qu'on croyait au XIXe siècle, elle est aussi biochimique. Il y a des produits qui sont délivrés au niveau de la synapse et qui font la communication entre les cellules nerveuses. Alors, il y a l'anglais également, qui est l'acétylcholine, on la connaît, on sait même chimiquement comment elle est, et il en prend, il en met directement sur le muscle dans la région de la jonction neuromusculaire, et il s'aperçoit que ça contracte le muscle. C'est une expérience assez grossière finalement, mais enfin elle est importante. Et puis il y a Otto Levy, lui c'est un Allemand, mais il va travailler avec les gens de Cambridge, donc il fait une petite expérience qui est assez amusante. C'est comme ça qu'on... Enfin bon, voilà. Vous avez un cœur sur lequel il va stimuler un nerf parasympathique. Enfin, le nerf parasympathique de ce cœur. Et c'était connu, le cœur ralentit.
Mais tout ça, ça se passe dans un bain, et au bout d'un certain moment de stimulation, il fait communiquer le bain avec un deuxième cœur qui, lui, n'est pas stimulé et qui va se ralentir. Autrement dit, le parasympathique secrète quelque chose qui est identifiable et qu'on peut séparer, et qui va là et qui a des propriétés. Ça, c'est quand même une expérience qui a l'air toute bête et toute simple, mais c'est absolument énorme comme résultat. Et puis enfin, vous avez Henry Dale, qui est le grand patron de Cambridge à cette époque-là, et qui, à Trinity College, très exactement, et qui reconnaît que c'est bien l'acétylcholine qui a été sécrétée au niveau du parasympathique, et que c'est bien l'acétylcholine qui agit à la fois sur le muscle, et sur les nerfs. Et il va imposer la notion de neurotransmetteur à toutes les générations suivantes. Alors, pendant qu'on travaille sur les neurotransmetteurs, il faut connaître ce que c'est que la membrane. Parce que les neurotransmetteurs doivent être dans la membrane cellulaire. Alors, je reviens sur Overton, qui avait décidé que la membrane était faite de lipides, puisque les anesthésiques qui en sont les solvants passent à travers. Par la suite, 25 ans après, vous avez, je dirais volontiers, Procter et Gamble, mais ce n'est pas tout à fait ça, qui font une étude assez sioux. Ils arrivent à mesurer la surface d'une hématie, et ils trouvent que la quantité de lipides, la couche de lipides qui est autour, est double de la surface de l'hématie. Ils en déduisent qu'il y a une double couche lipidique. Alors, à partir de cette notion, on voit très bien là les deux molécules de lipides qui sont polaires. À partir de là, vous avez une autre recherche, une autre découverte, c'est que la membrane est bien lipidique, c'est vrai, mais il y a des protéines quand même dedans. Et les protéines, elles sont en sandwich à travers les couches de lipides. Et puis même, elles peuvent flotter un peu. Alors, vous voyez ici une protéine dont on sait avec Pauling qu'elle a une forme d'hélice, hélice alpha des protéines. Elle a deux extrémités, l'une qui est hydrophile et qui va vers l'extérieur de la cellule, et l'autre qui est hydrophobe et qui va vers l'intérieur de la cellule. Alors à partir de là, on commence à comprendre comment l'anesthésique va jouer, parce qu'il va pouvoir pénétrer dans la cellule grâce en fait aux protéines. Et là, ça va un petit peu révolutionner les choses. En même temps qu'on travaille sur la morphologie de la membrane, on travaille aussi sur sa fonction. Et parmi les auteurs, vous avez deux grands bonshommes, Hodgkin et Huxley, qui vont faire les premières mesures du potentiel d'action. Pour ça, c'est pas facile, alors ils choisissent des cellules géantes. Comme ça, c'est quand même plus commode pour pouvoir mettre des petites seringues et puis enregistrer les potentiels d'action. Donc ils travaillent sur la cellule géante du calamar, et ce calamar, il va servir encore, et pendant longtemps, parce que ça permet d'avoir des instruments relativement faciles à fabriquer, parce que c'est pas rien. Alors, parmi ces gens qui étudient le potentiel d'action, il y en a un qu'on connaît, nous, parce qu'on nous l'a appris en anesthésie, c'est Bernard Katz, avec un associé qui est Riccardo Mileni. Lui, il étudie la plaque motrice et les potentiels d'action. Et il arrive à définir que le potentiel d'action est lié à une décharge d'acétylcholine, laquelle vient par tout petit paquet et qui donne des potentiels miniatures. Et si on excite plus franchement la zone présynaptique, à ce moment-là, vous avez un grand potentiel d'action qui va se répandre sur toute la surface du muscle. Donc c'est quand même là aussi une grande avancée, parce qu'à partir de là, évidemment, tous les savants vont s'emparer de ce système. Parmi les chercheurs, il y en a un qui invente
le patch clan. Alors le patch clan, moi je me suis longtemps demandé ce que c'était. Finalement, j'ai retrouvé ces beaux schémas qui sont là, j'ai retrouvé dans le magazine Pour la Science, et que Jean Bernard a bien voulu me scanner l'autre jour. Alors vous avez là le système habituel pour mesurer les potentiels d'action. On traverse la membrane et on va à l'intérieur vers la cellule, par exemple. Et puis, il y a une autre façon de faire. Dans la membrane, on va se saisir d'un petit morceau, le plus petit possible, parce qu'il faut voir tout ça maintenant, c'est à l'échelle microscopique. Hein. Et on pense que dans ce tout petit morceau, on a un seul récepteur et on a un seul canal. Et le fait de tirer dessus, on en fait un patch, et à ce moment-là, vous avez une certaine résistance entre ce que vous allez mesurer là et ce qui se passe ailleurs dans la cellule. Autrement dit, vous pouvez avoir vraiment le potentiel d'action d'un seul canal, ou à peu près d'un seul. Et voilà donc la façon de se saisir d'un patch. Et ça a été tellement important pour la recherche que celui qui a inventé ce truc-là, il a eu un prix Nobel pour ça. Alors, je vais faire une digression, parce que d'abord, je la trouve très émouvante, et puis en plus, elle a été quelque chose qui a été un tournant énorme dans la recherche fondamentale, qu'elle soit en anesthésie ou en biologie. C'est la découverte de la double hélice. On la doit à deux auteurs et à un troisième qu'on a rajouté pour le prix Nobel, qui était Watson et qui était Crick, mais c'est vraiment Watson et Crick qui ont fait le travail. Alors comment ils ont fait? Eh bien, ils ont étudié, parce qu'on connaissait à l'époque déjà tous les constituants de l'ADN, c'est-à-dire on savait qu'il y avait un sucre qui était le désoxyribose, on savait qu'il y avait des bases, puriques et pyrimidiques, on savait aussi qu'il y avait des phosphores, des phosphates. Et alors le problème, c'était de comprendre comment ça marchait ensemble. À l'époque, on sait déjà qu'il y a des protéines qui peuvent être en hélice, hein, on l'a vu tout à l'heure, et ils vont étudier comment les choses peuvent s'apparier. Alors vous avez ici, dans le schéma, vous avez les nucléotides là, qui s'apparient d'une façon toujours la même, mais l'ordre des facteurs là peut être variable. Et puis là, ce qui est autour, c'est le ruban avec le sucre et les phosphates. Et la barre, là, c'est rien du tout, c'est un axe autour duquel ça tourne. Alors, il faut, pour que le modèle marche, que tout ce qu'on connaît à l'époque soit retrouvé là-dedans, c'est-à-dire la distance entre les molécules, les fonctions, est-ce que c'est des fonctions cétoniques ou alcool, etc. Tout ça c'est compliqué, mais on le reprend, mais il faut dire, là-dedans, ils n'ont rien inventé, les choses étaient là, simplement ce qu'ils ont inventé c'est la structure. Et comment ils ont fait pour la comprendre, ces structures? C'est avec ça. Alors ça, je vous donne en mille, hein, il faut, je pense, 20 ans d'études pour comprendre comment ça marche. C'est la photographie de l'action de rayons X sur la molécule d'ADN. Alors avec ça, on comprend qu'il y a deux hélices, que le phosphate est ici, etc. Enfin, bon, je vous le laisse à comprendre, mais c'est là-dessus qu'ils ont fait tilt. Et celui qui a fait ça, ce n'est pas... Alors, il faut dire, Watson, c'est un biologiste, Crick, c'est un physicien, et Wilkins, c'est un cristallographe, c'est lui qui sait faire ces choses-là, et c'est pourquoi il a été associé au prix Nobel. Et donc, ça a été assez décisif pour la compréhension de cette double hélice. Et alors, à l'arrivée, la double hélice, ça donne ça. C'est un schéma qu'on connaît beaucoup, vous n'avez qu'à rechercher dans Internet, on en a trouvé combien? Centaines hein, de configurations. Là, ce que je vous montre, c'est la double hélice au moment où elle va se répliquer. Parce que pendant qu'ils faisaient ça, immédiatement, quand ils ont fait l'appariement des nucléotides, ils ont compris que c'était peut-être là qu'était la solution de la réplication de l'ADN et donc des chromosomes.
Et là, on voit, là-haut, l'hélice normale, et tout d'un coup, ça se sépare, et ça va se reconstituer. Ça se reconstitue grâce à des enzymes, et avec du matériel qui traîne dans le noyau. Là, on va le chercher, on va le ramener, et on refait immédiatement la double hélice un petit peu plus bas. Et en même temps, ils sont frappés par l'esthétique de la chose. Et ils disent, quand ils font des réalisations, ils disent « Ah, c'est pas beau ça, c'est pas beau ». Mais quand ils trouvent ce modèle-là, ils disent « C'est magnifique ». Et tout le monde a trouvé que c'était beau, et en particulier une des physiciennes qui avait travaillé sur l'analyse aux rayons X, elle a déclaré « Cette structure est trop belle pour ne pas être vraie ». Et moi je trouve ça extraordinaire de penser que c'est la beauté surtout qui les frappait. Mais donc l'implication pour la biologie qui a démarré, elle existait déjà la biologie bien entendu, mais elle a été une explosion à partir de ce moment-là, et puis il y a eu l'implication génétique. D'ailleurs, cette implication génétique, dans l'article Princeps qu'ils ont sorti dans Nature, eh bien, ils en parlent, mais avec beaucoup de circonspection et de prudence. Ils disent, il ne nous a pas échappé que ce mode d'appariement, qui est quasiment automatique, a une implication pour la génétique. Voilà, ils n'en ont pas dit plus. Crick voulait qu'on en dise beaucoup plus. Watson a dit non, il ne faut pas trop en dire, parce qu'il ne faut pas trop en dire. Hein. Voilà, alors ils l'ont dit plus tard. Et effectivement, ça a été un grand tournant. Et ce tournant, il a été accepté par tout le monde. En particulier par Pauling, qui était à la course. Il faisait partie des gens qui voulaient attraper le prix Nobel pour l'ADN et la double hélice. Mais il s'est trompé, il ne s'est pas trompé, mais il a commencé par étudier la triple hélice. Et ça ne marchait pas. Et du coup, alors qu'il avait les deux modèles possibles, il disait c'est soit une double hélice, soit une triple hélice. Et puis il a choisi la triple hélice, pendant que les autres travaillaient sur la double hélice. Et quand les autres qui suivaient de loin ce qu'avait fait Pauling, ont appris qu'il travaillait sur la triple hélice. Ils se sont dit, on a le prix Nobel. Ils l'ont eu 10 ans après. Alors, en 1982, apparaît un autre paradigme, c'est le fait que les anesthésiques peuvent jouer sur la luciférase, qui est une protéine qui transforme, qui permet aux lucioles de s'allumer. Alors, la puissance des anesthésiques et la puissance, toujours en logarithme, de la luciférase donne une courbe dont ils sont absolument éblouis parce qu'elle ressemble énormément à la courbe qu'avait fait Heger à propos des travaux de Meyer et Overton. Et à partir de là, on va trouver, on va progresser beaucoup, mais il faudra 10 ans pour que la théorie protéinique soit acceptée après le grand succès de la théorie lipidique. Alors, à partir de 1953, c'est-à-dire de la découverte de l'ADN, il y a une explosion dans la recherche biologique. Et en particulier, on va trouver tous les récepteurs petit à petit au niveau des cellules neuronales. Ces récepteurs se classent en deux catégories, les inhibiteurs et les excitateurs, et il n'y a pas les transmetteurs, je veux dire, les transmetteurs, et il n'y a pas que des transmetteurs biologiques, ils ont aussi des agonistes et des antagonistes qui vont amplifier la réponse. Quand c'est des inhibiteurs, ils la renforcent, mais quand il s'agit d'excitateurs, ils vont la diminuer, et ce qui fait qu'il y a deux catégories d'anesthésiques, ceux qui marchent sur les récepteurs inhibiteurs et ceux qui marchent sur les récepteurs excitateurs. Alors voici un modèle de récepteur qui a été décrit dès 1970 par Jean-Pierre Changeux. Il a réussi à reconstituer le récepteur de l'acétylcholine au niveau de la plaque motrice, et cela donne ça, un grossier schéma,
il comprend que le récepteur est fait de 5 molécules, enfin de 5 protéines, et au milieu, il y a un canal, et à travers lequel passent les ions. Par la suite, on va étudier avec en particulier l'analyse aux rayons X, et ça donne quelque chose comme ça. C'est en 2012 là, que ça a été fait, ça, et il y a une analyse à la fois chimique et physique aux rayons X pour connaître exactement à quel endroit se placent les anesthésiques. Alors il faut savoir que là, dans les protéines en question, là ça c'est un des métamères du récepteur, vous avez des cavités. Et dans ces cavités pénètrent les anesthésiques. Alors vous avez le propofol qui est trop gros pour aller trop loin, il reste à l'entrée de la cavité, et vous avez le desflurane là qui va un peu plus loin parce que c'est une molécule fine, flexible, et qui arrive à aller plus loin. Donc c'est pas tout à fait au même endroit, mais enfin c'est quand même dans la même cavité d'un même canal. Alors c'est extraordinaire d'arriver à ça. Ça c'est des schémas, hein. C'est pas du tout des vues. Ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'ADN, c'était vraiment une photo. Hein. Alors, parmi les progrès qui vont faire progresser l'anesthésie, il y a également l'imagerie médicale, après la biochimie. Et dans l'imagerie médicale, vous avez 2 grands systèmes. La résonance magnétique. La résonance magnétique, c'est l'étude de l'hémoglobine quand elle est saturée. Elle a une résonance magnétique différente lorsqu'elle est désaturée. Donc, elle est désaturée quand elle est allée activer un système. Et avec la tomographie qui va avec, on va pouvoir définir à quels endroits marchent les anesthésiques. Et les anesthésiques, avec une autre technique qui est l'émission de positrons, on injecte un produit radioactif qui va permettre de suivre dans quelle zone travaillent les anesthésiques, et on va pouvoir trouver que par exemple la sédation simple se fait au niveau du cortex et subcortical, que la mémoire c'est du côté de l'amygdale, du système limbique, etc. Et que l'abolition du mouvement, ça se fait au niveau spinal. Donc on sait tout ça avec cette imagerie. En même temps, il y a l'enregistrement électroencéphalographique. Alors, la contribution de la France maintenant là-dedans, eh bien, elle a été quand même longtemps faible. Je vous ai dit qu'à partir de 1900, on n'avait plus grand-chose. Et par contre, à partir de 1900, il y a quand même un lieu où se fait la recherche constamment. C'est l'Institut Pasteur. Vous connaissez le fait qu'à l'Institut Pasteur, c'est là qu'on a mis au point avec Fourneau la stovaïne, que dans les années 30, Beauvais, le chimiste, a trouvé les antihistaminiques, quand dans les années 50, le même Beauvais a travaillé sur les curares synthétiques qu'il a créés carrément. Et puis toujours à l'Institut Pasteur, en 1970, on a vu tout à l'heure que Changeux a trouvé le récepteur nicotinique du muscle, et après il a vu que celui du cerveau était à peu près de la même configuration. À côté de ce foyer de recherche, il y en a un qui va se réveiller un peu plus tard, le CNRS, et ce CNRS, il va en particulier se localiser dans un lieu particulier qui est l'Institut Marais. L'Institut Marais était au niveau du Parc des Princes, enfin, à la porte d'Auteuil, là où maintenant, ça a été démoli, ces bâtiments-là, c'est maintenant, il y a des stades pour le tennis. Et dans cet institut, Alfred Fessard, qui a été vraiment le père en France de la neuroscience, va créer toute une école qui est très importante pour nous, parce que dans ces départements qu'il a créés, a travaillé sa femme, Denise Albe-Fessard, sur la physiologie nerveuse, et par la suite, neuropharmacologie biochimique, où va travailler Jean-Marie Besson, et ces 2 auteurs vont travailler sur les voies de la douleur, qu'elles soient cérébrales ou spinales. Et puis,
Là, ce sont des chercheurs, mais est-ce que les anesthésistes ont fait quelque chose? Eh bien oui, mais il faut attendre. Il faut attendre les années 80. Pourquoi? Parce que les départements d'anesthésie sont créés en 1965, il faut les organiser, il faut assurer les anesthésies dans tout un hôpital, il faut enseigner des jeunes qui arrivent mais qui ne savent pas, il faut les former, ça prend beaucoup de temps, et donc la recherche pendant ce temps-là, ce n'est pas l'urgence. Alors ça va s'imposer quand même petit à petit. Je cite quand même Jeanne Lévy, parce que Jeanne Lévy fait partie des fondateurs de la société d'anesthésie, la toute première, et qu'elle avait entrepris, parce qu'elle appartenait au CNRS, un colloque sur le mécanisme de la narcose. Mais ça a fait pchit, parce qu'il n'y a jamais eu de suite après ça. Par contre, 20 ans après la création des DAR, moi j'ai retenu quelques-uns qu'on a pu interroger. Il y a Démon Abichat, dont le successeur est Mans, qui travaille sur le fondamental, sur le mécanisme même de l'anesthésie. À la Pitié, il y a, à l'initiative de Viars, il y a Bruno Rioux, qui va travailler d'une façon expérimentale, mais expérimentale et fondamentale, c'est quand même très très proche. Vous avez à la Riboisière Payen, qui fait du fondamental et maintenant qui s'appelle translationnel, de la même façon qu'à Bicêtre, Mazois est obligé d'être à la tête d'un labo qui n'est plus expérimental, mais qui est translationnel, ce qui lui fait, je crois, un peu de peine. Et puis vous avez également Nîmes, Strasbourg, etc., et tous ceux que je n'ai pas rencontrés. Alors je termine avec Mazois dans son labo à Bicêtre. Voilà. Et